wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au thème 1 pour les séries SG, la nature et la culture. D'accord, nous allons voir en quoi l'homme est un être naturel, mais en même temps aussi un être culturel. En fait, en tant qu'animal, l'homme porte en lui une dimension naturelle. Qu'est-ce que cette dimension naturelle? Ce sont les données biologiques qui déterminent ce qu'il est. Il a un organisme, il a des besoins, il doit manger, il doit boire, il a des instincts, il a des facultés comme la raison, d'accord? Mais l'homme est aussi un animal culturel. D'accord, parce que la nature de l'homme est éduquée, elle est transformée, parfois même elle est dépassée, jusqu'à parfois disparaître. D'accord, qu'est-ce que la culture? La culture, c'est quoi? C'est un ensemble de processus qui révèlent de l'apprentissage et de l'acquis. D'accord, la culture, c'est de la production de choses fabriquées, c'est artificiel. Ce sont des objets quotidiens de la vie. D'accord. Il faut savoir que le travail qui utilise la technique comme moyen est fondamental pour la culture. D'accord. Le travail permet à l'homme de quitter la nature pour construire un monde. Par le travail et la technique, l'homme modèle sa nature. Il change la nature à son image. D'accord? Le travail est donc, c'est un point essentiel pour passer de l'état de nature à l'état de culture. D'accord? Comment? Grâce au travail, on transforme l'environnement, on se transforme soi-même. D'accord? Hein? La culture, son point essentiel, c'est le travail. D'accord, le travail et la technique donc révèlent le double processus qui s'effectue en même temps. L'homme, quand il travaille, il modifie la nature, mais il se modifie lui-même aussi. D'accord, quand tu travailles, tu changes les choses naturelles que tu trouves dans la nature pour les rendre utiles dans ta vie. D'accord? Donc, voilà. L'homme, c'est quelqu'un, certes, des natures, qui a une biologie, qui a des tendances naturelles, mais il est aussi un être culturel. C'est que l'animal n'est pas. L'animal est un être naturel, il est comme Dieu l'a créé et il reste comme ça à vie. Alors que l'homme n'est pas comme ça. L'homme devient un être culturel. Voilà. Le premier chapitre que nous allons voir dans ces thèmes, c'est le langage et la communication. D'accord? Il faut savoir que, puisque l'homme est un être qui vit dans la société, qui vit avec les autres, il est nécessaire pour lui de pouvoir parler avec les autres, de pouvoir communiquer avec les autres en faisant passer des messages ou en disant aux autres ce que nous pensons, ce que nous ressentons, d'accord? À première vue, il faut savoir que tout être vivant communique. C'est-à-dire que, qu'il soit animal ou végétal ou humain, les êtres vivants communiquent entre eux ou avec la nature. Hein. C'est-à-dire ils sont capables de transmettre un certain nombre d'informations pour interagir avec les autres êtres vivants. C'est ça qu'on appelle les langages. C'est l'effet de pouvoir. Langage, c'est communiquer. D'accord? Communiquer, c'est quoi? C'est transmettre un message. D'accord? Voilà. Et maintenant, nous allons voir en quoi le langage est une faculté propre à l'homme. C'est-à-dire celle l'homme est capable de parler avec les autres. Même si que on a remarqué que certains animaux communiquent entre eux, comme par exemple les abeilles.
quand une abeille par exemple trouve une fleur, pour le dire aux autres abeilles, elle doit utiliser un certain nombre des signes pour donner l'indication ou la distance ou la direction de la fleur qu'elle a trouvée. D'accord? Mais nous pouvons pas utiliser le mot langage pour les animaux parce que les animaux, ils communiquent. Les animaux communiquent en effet par instinct. C'est comme Dieu les a créés en fait. Alors que l'homme, contrairement aux animaux, il parle. Il parle avec une langue qu'il a créée lui-même. D'accord? En fait, c'est quoi une langue? Une langue, en fait, est spécifique à l'homme. Les langues sont multiples, comme par exemple le français et tout ça, l'anglais. En fait, une langue, elle est acquise, alors que la communication de l'animal, elle est innée, d'accord? Alors que toi, ta façon de parler, tu l'as appris dans la société. C'est les parents qui t'ont appris comment parler. Elle est transmise en fait dans la société. C'est ça la différence entre la communication animale et la langue humaine, le langage de l'homme. D'accord? Le langage est spécifique à l'homme. C'est seul l'homme qui parle parce que c'est seul l'homme qui vit dans la société qui a la conscience, qui a la raison, qui lui permet de créer des signes. D'accord? C'est ça. Maintenant, dans ces grands trois, nous allons voir les rapports entre la pensée et le langage. En fait, certains disent que la pensée, les langages, en fait, les langages expriment nos pensées. D'accord? Je peux vous donner une citation de Louise Gabriel. Je cite: « L'homme pense d'abord sa parole avant de parler sa pensée. » En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on cherche nos mots pour exprimer une pensée qui est déjà faite, déjà construite. D'accord? C'est pour ça que selon un proverbe, on nous dit souvent il faut tourner 7 fois sa langue avant de parler. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut penser mûrement, il faut bien penser ce qu'on va dire. D'accord? Donc, selon cet auteur, la pensée vient avant le langage. Mais il faut savoir que pour Hegel et pour Oscar Wilde, au contraire, la pensée et le langage s'effectuent simultanément, c'est-à-dire au même moment. D'accord? Penser, le fait de penser pour eux, c'est déjà parler. D'accord? Dès qu'on pense, on parle. Pour Oscar Wilde, hein, c'est là qu'il va dire, je cite, « Nos pensées naissent tout habillées », c'est-à-dire que langage et pensée entretiennent un rapport de simultanéité, c'est-à-dire que ils se font au même moment. Tu penses et tu parles au même moment. D'accord? Hegel aussi, il a dit, je cite, « C'est dans le mot que nous pensons », c'est-à-dire que nous formulons nos idées avec les mots. Ce qui signifie que penser, c'est l'effet de parler intérieurement. D'accord? Donc voilà. Les liens entre le langage et la pensée, c'est quoi? Premièrement, il y en a qui disent que d'abord on pense et après on parle. Mais il y en a aussi qui disent non, la pensée et le langage s'effectuent au même moment. Ensuite, nous pouvons nous demander, est-ce que le langage peut-il trahir la pensée? D'accord? Et comment? À quel moment le langage peut-il trahir la pensée? Hein? En fait, il faut savoir que des fois, il nous arrive de ne pas dire fidèlement ce que nous pensons.
D'accord? Des fois, le langage est infidèle à la pensée quand il est incapable de dire exactement nos sentiments, nos pensées, ce que vraiment nous pensons, nous n'arrivons pas à les dire. D'accord? Des fois, il t'arrive de dire, par exemple, j'ai du mal à exprimer mes sentiments. Ça veut dire que parfois, tu perds tes mots quand tu es soit face à beaucoup de personnes qui te regardent, tu es stressé. Par exemple, quand tu fais l'exposé devant la classe, alors que tu l'as bien préparé ton exposé à la maison, pourtant quand tu arrives devant les élèves, tu perds tes mots. À ces moments-là, nous pouvons dire que le langage trahit la pensée. Hein? Donc, le langage, c'est une limite. Le langage présente une limite. Il ne peut pas tout le temps être parfait, à nous soutenir, à dire tout ce que nous sentons, tout ce que nous pensons. Donc, le langage, il est limité, il est incapable d'exprimer tout ce que je ressens. C'est ça aussi qu'on appelle l'ineffable. C'est ce qui ne peut pas être dit. On appelle ça l'ineffable. D'accord? Mais il faut savoir que Hegel n'est pas d'accord avec ça. En fait, pour Hegel, une pensée qui ne peut pas se dire dans une langue n'est pas une pensée qui est prête. D'accord? C'est pas une pensée qui est bien formée. C'est une pensée qui n'est pas encore atteint son niveau. D'accord? Pour lui, on peut pas dire que il y a l'ineffable. Pour lui, une pensée qui ne peut pas être dite dans une langue, c'est une pensée à l'état de fermentation, il dit. D'accord? En fait, pour lui, une pensée qui ne peut pas trouver son mot, c'est pas encore une pensée mature, c'est une pensée incomplète. D'accord? À partir du moment où ta pensée sera mûre, exacte, là, elle trouvera des mots pour être dit, pour être extériorisé. D'accord? C'est ça. D'accord? C'est ça les liens entre le langage et la pensée. En dernier lieu, nous allons voir les pouvoirs du langage. D'accord? Il faut savoir que l'homme ne parle pas seulement pour communiquer des informations, pour s'exprimer. L'homme aussi parle pour dominer le monde, pour dominer l'autre. D'accord? Pour celui qui sait bien parler, le langage est un vrai pouvoir. D'accord? Les vrais pouvoirs de langage, vous allez les voir dans la politique. D'accord? Les politiciens, c'est celui qui maîtrise l'art de la parole. C'est pas un timide, hein, un politicien. Ou un journaliste, c'est pas des timides, ce sont des personnes qui maîtrisent les langages, d'accord? À partir du moment où tu maîtrises le langage, tu parles bien, tu peux être le roi du monde, tu peux dominer, maîtriser tout ce que tu veux. D'accord? Tu vas être ministre, président, parce que c'est les endroits où il faut vraiment maîtriser le langage. D'accord? En fait, les politiciens et les journalistes, ce sont des personnes qui peuvent te convaincre ou te persuader de tout ce qu'ils veulent. Hein. C'est pour ça qu'ils sont le meilleur dans ces mondes. En fait, une personne qui sait bien parler, un beau parleur, il peut se servir de langage pour flatter, pour mentir, pour transformer une réalité. D'accord? Donc, l'homme peut changer la vie de quelqu'un juste en parlant. D'accord? Il faut savoir que le langage a aussi le pouvoir de détruire une vie ou au contraire d'améliorer une vie. Une bonne parole peut faire du bien à une personne. Tu peux donner des conseils, tu peux dire des bonnes choses à une personne, tu peux améliorer sa vie dans des bonnes
vers des bons schémas. Mais tu peux aussi détruire la vie de quelqu'un juste en parlant, d'accord? Il y a des insultes, il y a des mots qui choquent, il y a des mots qui blessent, d'accord? Il y a en Europe, il y a beaucoup des enfants, des enfants qui se suicident parce que ils sont harcelés verbalement dans les écoles. Quand on les insulte, ils ne supportent plus. Du coup, ils se suicident. Vous voyez le pouvoir du mot, c'est dangereux parfois les mots. Hein. C'est comme ça que c'est ça qui va faire dire Oderlin, je cite, le langage est le bien le plus précieux et le plus dangereux que le Dieu a donné aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le langage est en même temps un instrument que tu peux utiliser pour faire le bien, mais aussi c'est un instrument que tu peux utiliser pour faire le mal, pour détruire quelqu'un, pour détruire la vie d'une personne. Donc le langage n'est pas simplement un simple instrument de communication, il est aussi une arme redoutable, dangereuse, qui peut faire beaucoup de mal. Voilà, fin du chapitre. Et le chapitre 2 de ces thèmes s'intitule « Les travails et la technique ». D'accord. En fait, puisque l'homme est un être aussi qui vit dans la société, il ne va pas se contenter de vivre et de dormir, parce que le problème c'est que la nourriture ne se trouve pas gratuitement. La nourriture ne se trouve pas gratuitement dans la nature. Il faut travailler pour se nourrir, d'accord? Donc, l'homme travaille. Le travail, c'est quoi? C'est une activité en vue de satisfaire les besoins primaires, d'accord? L'homme doit travailler pour satisfaire ses besoins primaires, sinon il risque de mourir. Parce que sans nourriture, on ne peut pas vivre. Et la technique, c'est quoi? C'est un ensemble de savoir-faire qui nous permet de fabriquer des objets utiles dans la vie. D'accord? Nous allons voir pourquoi l'homme travaille-t-il, pourquoi l'homme a-t-il été obligé d'inventer des objets techniques dans le grand temps. D'accord? Tout d'abord, nous allons répondre à la question « Qu'est-ce qui pousse l'homme à travailler ?» Pourquoi travaillons-nous? Pourquoi l'homme travaille? Parce que c'est une nécessité vitale. Il travaille pour satisfaire ses besoins primaires. Parce que la nourriture, elle n'est pas là accessible facilement. En fait, c'est la nécessité naturelle, c'est l'effet de manger, de s'habiller, de dormir qui contraint l'homme à travailler. Il faut qu'il pêche, il faut qu'il cultive, il faut qu'il chasse pour trouver sa nourriture, d'accord? Pour rester en vie. Donc, l'homme est contraint à travailler. C'est une nécessité contraignante. L'homme est contraint à travailler. Donc, le travail, il a une dimension biologique. Il permet à l'homme de rester en vie. D'accord? C'est ça. L'homme travaille à cause de ça. Qu'est-ce que ça veut dire le travail comme fatalité? Il faut savoir que la fatalité, c'est un destin qui doit arriver et qui est prédit. C'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. C'est un fardeau. D'accord? La fatalité, c'est comme un fardeau. Donc, le travail est une réalité à laquelle l'homme, il ne peut pas échapper parce que c'est une punition, c'est un châtiment de la part des dieux. D'accord? Je vous ai mis ici la citation de la Bible. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire que tu dois travailler si tu veux te nourrir. Tout ça parce que Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu, donc ils sont punis sur terre en travaillant. Ils doivent travailler.
Et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi l'homme a-t-il été inventé? A-t-il été obligé d'inventer et de fabriquer des objets? Parce que tout d'abord, la nature, elle n'a pas été généreuse avec l'homme. Elle lui a pas donné tout ce dont il a besoin pour rester en vie. D'accord? L'homme doit c'est construire des choses pour compléter sa nature qui est à la base faible, impuissante. Et deuxièmement, l'homme, il vit dans un milieu naturel qui est hostile à lui. Il fait trop froid, il fait trop chaud. Il doit inventer des habits pour se protéger contre la chaleur et le froid. Donc, c'est cette hostilité du milieu naturel qui oblige l'homme à se fabriquer des outils, des vêtements. Donc, ce sont des objets techniques. C'est en fabriquant des objets techniques que l'homme pourra vivre et s'adapter à son milieu naturel. En fait, il faut savoir que l'homme, je veux dire l'animal, par nature, il est protégé contre l'hostilité du milieu naturel. Un exemple, l'ours, il peut vivre dans le froid sans des habits de froid parce qu'il a déjà une peau qui est forte, qui peut résister au froid. Alors que l'homme, lui, il doit fabriquer un radiateur, des climatiseurs pour survivre dans des chaleurs et des froids mortels. Donc, dans la nature, l'homme se trouve dans un état d'impuissance. D'accord? Il est impuissant. Il lui faut des objets techniques qui vont l'aider à survivre. Voilà. C'est pour ça que l'homme travaille et c'est pour ça que l'homme a inventé des objets techniques. Ensuite, dans le grand 2, là, nous allons voir le rôle de la technique dans le monde du travail. Quels sont les liens entre la technique et le travail? Premier lien entre technique et travail, c'est que la technique facilite le travail de l'homme. D'accord? L'autre raison pour laquelle l'homme a inventé la technique, c'est pour faciliter le travail humain. D'accord? Il faut savoir qu'à l'époque de 5e siècle, le travail d'un agriculteur, c'était très pénible, très fatigant. Et c'était moins agréable, d'accord, de faire de l'agriculture. Parce qu'il n'y avait pas l'aide des objets techniques. Alors qu'aujourd'hui, il y a des machines, il y a des tracteurs, il y a beaucoup de robots, des machines qui nous aident à cultiver à force tellement. L'effet d'être un agriculteur est agréable aujourd'hui. C'est facile, c'est pas fatigant, on fait pas d'efforts, on fait pas beaucoup d'efforts. Il suffit juste de conduire ou d'appuyer sur un bouton pour cultiver et pour récolter, d'accord? Donc la technique facilite le travail de l'homme, d'accord? En fait, même dans les entreprises, ce sont les robots qui travaillent pour nous, ce sont des machines qui font le travail les plus durs, d'accord? Donc l'homme, il veut réaliser par là son rêve de ne plus travailler, d'échapper au travail. Mais le problème, c'est que même avec le machine, le travail, il y a toujours du travail parce que les robots ont besoin d'être inventés. Les robots ont besoin d'être fabriqués et d'être réparés parce qu'ils peuvent tomber aussi en panne. Du coup, ça reste du travail, mais il y a certes des travails, mais c'est des travails maintenant qui sont devenus plus faciles, plus confortables. Donc, et en plus, quand la technique facilite le travail, on gagne un peu de temps libre pour faire ce que nous voulons. D'accord? Le deuxième lien entre le travail et la technique, c'est que la technique différencie le travail de l'homme et le travail de l'animal. En fait, il faut savoir que dans le travail de l'homme, il y a la pensée, il y a l'intelligence. Et l'homme, quand il travaille, il utilise des objets techniques. Pour construire, par exemple, une maison, nous avons besoin des clous, des marteaux, des choses, des portes. En tout cas, nous avons besoin des objets techniques.
Et c'est grâce à l'intelligence et à la pensée que l'homme est capable de fabriquer des objets, des outils. D'accord? Alors que les animaux, eux, par exemple, les araignées ou les abeilles, les activités qu'ils font, par exemple, le fait de faire des toiles d'araignée ou le miel, en fait, ils n'utilisent pas leur pensée et l'intelligence. Les animaux n'utilisent pas leur pensée et l'intelligence pour travailler. Ils font ça par instinct, d'accord? C'est pas par intelligence qu'ils font ça, mais c'est comme Dieu les a créés, d'accord? Et ils n'ont pas besoin d'utiliser des outils. Ils n'ont pas besoin de faire un plan pour faire ce qu'ils font, d'accord? Ils les font, un point c'est tout, parce que ils ont été créés pour faire ça. L'abeille, quand elle construit, pour construire une ruche, n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre comment on construit une ruche, alors qu'un architecte, lui, il a appris comment faire des plans, en tout cas des techniques. Il a appris des choses. Et voilà, la technique différencie le travail humain et le travail animal. D'accord, voilà. Voilà le lien entre la technique et le travail. Maintenant, nous allons voir en fait comment le travail et la technique permettent à l'homme d'être libre. Premièrement, il faut savoir que le travail est une activité libératrice. Grâce au travail, l'homme est libre de s'acheter tout ce qu'il veut. Il n'est pas dépendant de sa famille ou de son frère. Vous allez voir la différence entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Celui qui travaille, il peut s'acheter des habits qui sont très chers parce qu'il peut, parce qu'il en a envie. Mais celui qui ne travaille pas, lui, au contraire, il n'est pas libre de s'acheter tout ce qu'il veut. Il est obligé de prendre ce qu'on lui donne. D'accord? Donc le travail nous libère. C'est ça que Hegel veut nous montrer dans sa dialectique du maître et de l'esclave. Il faut savoir que entre le maître et l'esclave, on pense que c'est la vie du maître qui est agréable, c'est le maître qui est le maître. Mais vous allez voir que en fait, grâce au travail, ce n'est pas le maître qui est maître. C'est vraiment l'esclave qui gère tout, c'est l'esclave qui sait travailler, qui sait construire des maisons, qui sait faire la cuisine et tout ça. Imaginons si un jour le maître il meurt. En fait, l'esclave peut vivre sans le maître parce que l'esclave est capable de tout faire. Il sait transformer la nature, il sait cultiver, il sait chasser. Donc, il n'a pas vraiment besoin du maître. Mais dans les cas contraires, imaginez si l'esclave meurt. Est-ce que le maître peut survivre sans l'esclave? Il ne peut pas parce qu'il ne sait pas travailler, il ne sait rien faire. Du coup, il va mourir de faim. Donc, les vrais maîtres dans cette situation, dans cette dialectique, c'est l'esclave. D'accord? L'esclave, grâce au travail, est le meilleur d'entre les deux. Il est non seulement, il n'a pas besoin non seulement du maître, mais aussi il n'a pas besoin de la nature. Il n'est pas obligé d'attendre la pomme qui va tomber de l'arbre. Il va cultiver, il va transformer la nature pour devenir indépendant de la nature, d'accord? Parce que en travaillant, l'esclave transforme la nature et l'adapte à ses besoins. Donc, l'esclave, c'est un vrai source du progrès technique. L'esclave, c'est celui qui connaît la technique du savoir-faire de l'agriculture, de la construction. Donc, l'esclave, c'est celui qui a permis aujourd'hui que nous vivons dans des maisons, que nous ayons des techniques, d'accord? Voilà, le travail est une libération. Le travail est aussi un accomplissement de soi. Ça veut dire quoi? C'est une libre réalisation de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand l'homme il travaille, il montre son intelligence, son courage, il montre en fait qu'il est capable de travailler et surtout quand tu fais un travail que tu as toujours aimé, que tu as choisi, c'est ça l'accomplissement de soi.
Si tu fais un travail parce que tu as besoin de l'argent et que tu n'aimes pas ce travail, c'est le cas de l'ouvrier, là ce n'est pas la réalisation de soi. Quand tu fais un travail que tu aimes, que tu as choisi et que tu prends plaisir en faisant ce travail-là, c'est ça qu'on appelle accomplissement de soi dans le travail. D'accord? Quand tu choisis librement ton travail, par exemple, quand c'est pas quelqu'un qui t'a forcé à faire ou c'est pas la société ou la famille qui t'a forcé à faire ce travail, quand c'est un travail que tu as choisi toi-même, tu vas t'accomplir, tu vas te réaliser. D'accord? Et comment la technique est aussi une libération. En fait, il faut savoir que la technique nous libère à partir du moment où, grâce aux machines, le travail est devenu facile. Donc, on va gagner du temps libre qu'on va consacrer au repos et au loisir. D'accord? Le travail aussi, non, la technique aussi est une libération parce que grâce à elle, le travail est moins pénible. Le travail n'est plus vu comme un fardeau. Au contraire, le travail, c'est devenu un plaisir. Le travail, la technique est une libération aussi parce que on est, grâce aux outils, aux objets techniques, on n'est pas obligé de mourir dans un milieu naturel qui est hostile à nous. D'accord? On n'est pas obligé de fuir des endroits. On est libre de rester dans un endroit qu'on aime et on va inventer des habits ou des objets techniques qui peuvent nous permettre de vivre dans un milieu naturel qui nous plaît. D'accord? Voilà. La technique et le travail, c'est une libération pour l'homme. Enfin, en dernière partie, nous allons voir le travail, les critiques de travail et de la technique. Tout d'abord, il faut savoir que le travail est une aliénation de la liberté parfois. On devient dépendant du travail, on devient esclave du travail. On ne vit que pour travailler. Alors qu'au départ, l'homme travaillait pour se nourrir, mais maintenant, l'homme travaille parce que il travaille, toute sa vie est consacrée au travail. Il oublie parfois sa famille, ses amis, en tout cas, il oublie les restes. Il ne vit que pour travailler. Ça, c'est l'homme est devenu drogué, esclave du travail. D'accord? Et aussi pour Karl Marx, le travail est vu est comme une aliénation, comme une exploitation. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail d'un ouvrier, c'est un travail qui n'est pas choisi librement, c'est un travail qui n'est pas bien rémunéré, c'est un travail rémunéré d'une manière misérable. Donc, c'est une exploitation. L'effort qu'un ouvrier fait, et ce qu'on lui donne comme revenu, comme salaire, n'est pas pareil, d'accord? On les paye moins que ce qu'il fait. C'est ça qu'on appelle l'exploitation. Le travail comme aliénation, ça veut dire que c'est un travail qui n'a pas été choisi librement. C'est un travail qu'on fait pas par plaisir, mais par obligation. C'est un travail dans lequel on se reconnaît pas. Quand le produit final est sorti, tu n'es pas fier de toi-même, tu n'es pas fier de ce travail-là. Tu ne dis pas que c'est toi qui as fait ce travail-là, d'accord? Donc, on peut dire que le travail, c'est une annihilation. Comment peut-on critiquer la technique? La technique est aussi un asservissement de l'homme. En fait, la technique est une déshumanisation, c'est une destruction de l'homme. Comment? En fait, il faut savoir que l'homme, c'est vrai, au départ, il a inventé des objets techniques pour survivre, pour faciliter son travail, mais à force, nous sommes devenus des esclaves des objets même que nous avons inventés. En fait, maintenant, nous ne pouvons plus nous passer des voitures, nous ne pouvons plus nous passer des téléphones, de la technologie. Nous sommes devenus les esclaves de la technologie. Et de plus, il faut savoir que la technique
elle a détruit l'homme en fait, surtout son intelligence. En fait, à force d'utiliser des objets techniques, nous n'utilisons plus nos facultés naturelles. Il nous arrive parfois, vous avez vu, de prendre une calculatrice juste pour faire une calcul qui est vraiment bête. Cela veut dire que l'homme est devenu abruti, bête à cause de la technique. En plus, la technique aussi a détruit la nature, la pollution, la déforestation, parce que pour faire des portes et tout ça, nous avons besoin de détruire beaucoup des arbres et après nous serons sans forêt et beaucoup de vies animales et humaines vont perdre la vie. Nous allons plus avoir des forêts et s'il n'y a pas de forêt, ça sera la vie dure. Voilà. Donc, le travail, la technique, ils ont des défauts. Nous sommes devenus des esclaves dépendants du travail, dépendants des techniques. Des fois aussi, la technique permet de créer des armes qui font du mal à l'homme, qui détruisent l'homme. En tout cas, le travail et la technique ont perdu de vue leurs premiers objectifs. Maintenant, c'est devenu catastrophique, c'est devenu dangereux pour l'homme. Voilà, point final.